Voilà, avant de laisser la parole à notre invité, au professeur d'économie, je vais vous inviter à découvrir un autre pan du documentaire de Armel Dossou-Kago sur la situation, la gestion des entreprises d'État ici au Bénin, justement, d'hier à aujourd'hui. Aujourd'hui, on se focalise sur le libéralisme économique. Qu'elles viennent du socialisme ou du capitalisme, il y a des normes à respecter pour une gestion saine des entreprises publiques. Qu'il faut tenir compte de ce qu'une entreprise est une entreprise, avec les normes qui sont celles d'une entreprise, avec une culture d'entreprise, avec, disons, une vision entrepreneuriale. Il faut que la société en question puisse se pérenniser. Il faut que l'entreprise puisse s'inscrire dans la durée. Il faut que pour cela, elle produise des résultats. Et il nous faut réfléchir en béninois pour définir ce qui devrait caractériser le béninois, l'économie béninoise que nous voulons. Les entreprises, pendant la période révolutionnaire, l'idéal n'était pas mauvais. Le choix politique n'était pas mauvais. Il fallait peut-être modérer un peu, mais il faudrait aussi accompagner de cela d'une vigilance au niveau du système bancaire, du système financier, afin que l'impact négatif du système financier et bancaire ne détruise les efforts de gestion au niveau des entreprises publiques et semi-publiques. Du constat général, il est à noter la faillite de l'État marxiste-léniniste. Les entreprises d'État ont connu des difficultés. Ces problèmes ne sont pas seulement liés au système politique. Bien d'autres aléas se sont greffés sur l'état du système pour aboutir à la crise de 1988-1989. Au travail, peuple béninois, au travail, au travail. Et bien voilà, c'était donc un extrait, comme je le disais, donc, du documentaire de Armel Dossou-Kago sur la gestion des entreprises d'État. Et aujourd'hui, c'est le pan, un autre pan qui nous a intéressés, c'est bel et bien le libéralisme économique. On voudrait bien savoir si ce choix est un bon choix pour un pays qui aspire au développement comme le Bénin, si c'est un choix durable pour une économie qui se veut prospère. Et pour le savoir, nous avons fait venir encore une fois sur ce plateau, pour vous, chers téléspectateurs, le professeur d'économie, Albert Onlonkou. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Karamat. Un plaisir de vous retrouver. Merci. Alors, quand on parle économie, c'est votre champ d'action, c'est votre domaine de définition. Vous n'hésitez pas à dire oui aux invitations. Agnès Bello, bonsoir. Karamata Bretaro, bonsoir. Bonsoir également à vous, mesdames et messieurs. Et merci de toujours nous préférer. Vous le savez, nous sommes sur Autant Savoir. Alors, Autant Savoir aujourd'hui, c'est ce que j'ai déjà dit. Est-ce que le libéralisme économique, c'est ce qu'il faut vraiment pour asseoir un développement durable pour notre pays, le Bénin? Merci à vous, Karamata Bretaro, pour cette belle introduction. Mais avant, nous allons redéfinir ce que c'est que le libéralisme économique. Et nous allons faire cet exercice avec le professeur Albert Onlonkou. Donc, dites-nous, professeur, pour vous, c'est quoi le libéralisme économique? Quand on parle de libéralisme économique, ça veut dire que dans cette économie, à l'étape de la production comme de la distribution, on accepte autant les acteurs publics que les acteurs privés. Et quand on parle d'acteurs privés, c'est ceux qui possèdent les moyens de production et qui gèrent leur entreprise à côté des sociétés publiques. Quels sont donc les principes qui régissent le libéralisme économique? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la propriété privée qui est acceptée, il y a la propriété privée qui appartient aux personnes physiques ou morales, et puis il y a la propriété privée qui appartient à l'État aussi. Donc, la première démarcation entre tout ce qu'on peut appeler socialisme, communisme et le libéralisme, c'est que la propriété privée des moyens de production est acceptée. Et puis, les deux interviennent aussi sur ce qu'on appelle le marché, où il y a l'offre et la demande qui se rencontrent.
Il n'y a pas la planification se fait au niveau des entreprises publiques, mais elle ne se fait plus au niveau de l'économie en général, où on a un bureau de plan qui guidait tout. Ce n'est plus ça. Il y a des acteurs privés qui interviennent sur le marché et qui réagissent de façon autonome. Oui, selon les prix des facteurs et des produits pour pouvoir en tirer des profits. D'accord. Donc quand on parle libéralisme économique, on parle liberté d'échange, on parle liberté d'entreprendre, on parle également de liberté de consommer. Mais il y a cet aspect qu'il ne faudrait surtout pas oublier, c'est la limitation justement de la participation de l'État à l'économie. Oui, absolument, absolument. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des entreprises publiques. On peut avoir, mais les secteurs sont ouverts au privé. Par exemple, quand on parle... L'État ne détient plus le monopole de la gestion de l'économie, de la société. Hier, on parlait des secteurs vitaux, mais dans ce cadre, il n'y a plus ce qu'on appelle le secteur vitaux et qui devrait relever de l'État seulement, mais il y a les privés aussi qui interviennent dans ce secteur-là. D'accord. Il faut dire que depuis 1990, avec l'avènement de la démocratie, le Bénin a opté pour le libéralisme économique, mais déjà, il faut revenir sur comment est-ce que ce changement brusque s'est fait de la nationalisation au libéralisme économique. Quel a été l'impact tout de suite sur l'économie locale? Tous les changements sont dus aux crises. C'est suite à une crise qu'on décide d'opter pour une autre solution. Exactement. On avait décidé de nationaliser dans la seconde moitié des années 70. Maintenant, on a conduit ça pratiquement vers la fin des années 80, où on a eu des crises, où l'État n'arrivait plus à payer les salaires, où les entreprises n'arrivaient plus à fonctionner. Donc à partir de ça, on a dit, bon, donc le modèle a échoué, et à partir de ce moment, il faut changer de paradigme. Et quand vous faites appel à des aides extérieures ou à des partenaires extérieurs comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, donc ils disent non, il vaut mieux laisser certains secteurs au marché, parce que avec l'État, ça n'a pas marché. D'accord. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on a entendu parler du concept de libéralisme économique qui est venu remettre tous les paradigmes en cause. Vous l'avez dit, que sont devenues ces sociétés qui avaient été nationalisées dans le temps? Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on parle de libéralisme, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'entreprise publique. Mais il y a le privé qui peut agir à côté. Justement, je voudrais savoir jusqu'à quelle hauteur on peut accepter les entreprises privées. Il ne faudrait pas qu'elles viennent ravir la vedette aux entreprises de l'État. C'était l'argument qu'on avait utilisé en nationalisant. Oui. Maintenant, on a vu que ça n'a pas porté les fruits escomptés et on a changé de paradigme, comme le disait tout à l'heure Agnat. Donc, à partir de ce moment, il faut... c'est le marché. Donc on a ouvert tout. On a ouvert tout. Il y avait des investisseurs étrangers qui étaient intéressés, qui venaient justement opiner sur notre marché. Et cela nous a apporté un autre flux de capitaux. Oui, absolument. Et puis l'État a essayé de maintenant privatiser les entreprises qui sont des entreprises publiques. La notion de privatisation. Maintenant, il y a des remous sociaux, donc l'État a pu privatiser certaines entreprises, mais d'autres non. Mais les remous sociaux, par exemple, l'État a pu privatiser ce qu'on appelle la Sonicog, qui est devenue, je crois, la société qui est à Boycon là. Oui, l'IBCG. Oui, l'IBCG. Et puis le secteur libéralisé aussi, et c'est ça qui a fait que d'autres sociétés sont intervenues. Dans le même domaine d'activité. Il y a la Sobebra, par exemple, qui était une société publique et qui a été privatisée aussi. Mais il y a d'autres sociétés que l'État a voulu bien privatiser, mais c'était un peu plus compliqué, comme la SB2E, la SONEB, etc. Donc, d'accord, on fait bien de parler de privatisation parce que c'est un mot qui revient de plus en plus et qui revient à chaque fois. Parlons un peu des craintes justement des populations en ce qui concerne la privatisation. C'est certainement la perte de beaucoup d'emplois. On ne sait pas vraiment comment est-ce que la société sera gérée après privatisation. Est-ce que pour vous, la privatisation est un choix qu'il faut faire pour un développement durable? Non, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut avoir une société publique, une société privée, il y a généralement un certain nombre d'étapes. Il y a le financement. Et puis, il y a la mise en place des infrastructures, et puis il y a la gestion et la maintenance, etc. Donc, l'État peut décider de privatiser en quelque sorte une partie de ce processus.
C'est pourquoi quand on parle de privatisation, ça ne veut pas dire nécessairement que toute la société revient au privé. Il y a plusieurs modes de privatisation. On peut donner toute la société au privé, comme on a fait avec la Sobebra et la Sonicog, mais comme on peut aussi privatiser des aspects. L'État peut construire, par exemple, et donner la gestion au privé. Là, on a des systèmes d'affermage, de concession, ou même de la délégation d'ouvrage. C'est-à-dire, l'État peut dire, au lieu que mes fonctionnaires se mettent à construire des bâtiments, etc., je donne ça, par exemple, à l'AGETU, qui va construire en termes de maîtrise d'ouvrage, et je lui paie un pourcentage. Donc, il y a tous ces modes-là qui existent et qu'on peut utiliser. On n'est pas obligé. Et je crois que le gouvernement actuel l'a fait dans le domaine de la santé, je crois bien. Là. Ouais. Dans le domaine de la santé, au niveau du port aujourd'hui aussi. Au niveau du port, il y a plusieurs modèles. Il y a la concession des quais avec Bolloré. Au niveau des hôpitaux aussi, l'État est en train de faire ce qu'on appelle l'affermage. C'est-à-dire l'État a construit et a mis les équipements et est en train de donner la gestion au privé contre redevance. D'accord. Alors, quand on passe de la nationalisation à la privatisation, tout de suite, quel est l'impact direct? Non, c'est une question d'efficience. Hier, quand on parlait de la nationalisation, on a dit que ce qui a fait échouer la nationalisation, c'est cet aspect de ressources communes, où chacun se dit, ben, je suis là, je suis un DG pendant un certain nombre d'années, on peut m'enlever à tout moment, donc si je peux... Je me remplis les poches. C'est ça, si je peux tirer le maximum que je peux tirer. Mais est-ce qu'avec le libéralisme, on n'a plus ça? Et puis il y a le retour aussi, que les politiciens cherchent aussi, et les politiciens qui nomment, qui ont le pouvoir de nomination. Mais avec le libéralisme, ça ne veut pas dire que la corruption a complètement disparu. Parce que ça peut se faire à une période exemptée, c'est-à-dire au moment où on est en train de privatiser, la corruption peut arriver, ou c'est une société qui vaut un certain nombre de milliards et qu'on essaie de diminuer pour le privé, quitte à ce que le privé donne quelque chose aux politiciens. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut voir. Et ça s'est passé avec la Sonacop, par exemple, où on a acheté la Sonacop avec l'argent de la Sonacop. Donc, la même chose peut se passer aussi. Mais après ça aussi, le privé doit... on négocie avec le privé. Si c'est l'affermage, par exemple, le privé doit donner des redevances ou bien doit payer des impôts, etc. Pour ces aspects-là, les fonctionnaires peuvent toujours jouer, peuvent toujours avoir la corruption. Mais c'est qu'on dit que comme c'est pour un privé, il y aura beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus d'efficience. Et l'État ne va plus beaucoup perdre. Bon, c'est clair, mesdames et messieurs, que demain, nous allons parler des normes de gestion aujourd'hui d'entreprises d'État. On aura le temps de revenir dessus. Mais avant de vous laisser, moi, j'aimerais bien savoir, justement, est-ce que ce qui importe aujourd'hui, c'est la privatisation, c'est la nationalisation, ou d'étudier, c'est-à-dire en fonction des sociétés, en fonction de comment se porte le marché, quelle est l'option la meilleure? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas être catégorique. Il faut étudier les différentes options et voir l'option qui est la meilleure. Et c'est pourquoi certains demandent aussi qu'il faut associer les acteurs. Parce que seul, on ne peut pas tout connaître. Si vous associez les acteurs, vous pouvez avoir l'adhésion, vous pouvez avoir l'expertise, vous pouvez avoir une meilleure compréhension des phénomènes. Et puis, comme c'est des structures étatiques aussi, les gens... ils veulent la justice sociale, l'équité. Le fait d'être associé, même si c'est l'idée première qui est exécutée, les gens sont contents et ça fait partie de leur bonheur aussi. D'accord, je crois qu'il y a beaucoup d'économistes qui nous suivent. On ne peut pas faire ce plateau sans parler des chiffres. En termes de chiffres, quel a été l'impact direct justement du passage de la nationalisation à la privatisation? L'impact direct, c'est déjà que l'État n'est plus obligé de subventionner, puisque si les gens ne dégagent pas suffisamment de marge ajoutée et de valeur ajoutée pour pouvoir payer les agents de ces entreprises-là, comme c'est des agents publics, l'État est obligé de prendre ailleurs pour pouvoir les payer. Mais généralement, quand on privatise, l'État n'intervient plus. Au contraire, on paie des impôts à l'État. Ce qui veut dire les sociétés privatisées ont sans doute contribué au budget, significativement au budget de l'État, de façon positive, alors qu'avant, c'était de façon négative. D'accord. Est-ce que de là, on est sorti de la période rouge à une période beaucoup plus reluisante en termes d'augmentation du PIB ou du taux d'accroissement? Est-ce que le taux d'endettement est devenu moins? Non, pas du tout, puisque quand on progresse, on s'endette toujours. Donc, on s'endette pour progresser aussi. Toujours. Bon, est-ce qu'on a forcément besoin? Je ne crois pas, enfin.
Je ne crois pas. J'aurais échangé un temps avec certains économistes qui m'ont dit qu'on n'a pas forcément besoin de s'endetter pour se développer. Peut-être que vous allez revenir sur le plateau. Oui, un autre jour. Oui, si vous voulez, on parlera d'endettement après. Parce que l'endettement, c'est pour les générations futures. Ceux qui s'endettent maintenant, les autres, ils peuvent avoir de meilleures conditions, mais c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont payer donc, à cause du service de la dette, un certain nombre de choses. C'est pourquoi quand on s'endette, il faut que cette dette-là soit productive. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient? Pardon, est-ce que le libéralisme est finalement le meilleur choix pour le Bénin? Oui, pour moi, c'est d'ailleurs le meilleur choix, puisque il y aura ce qu'on appelle la subsidiarité qui va jouer, c'est-à-dire les secteurs où l'État est à même de jouer son rôle, on peut les confier à l'État, mais là où le privé est plus efficient, plus efficace, on met le privé. D'accord. Karamata Boitao, merci à vous de nous avoir aidé à conduire cette rubrique. Merci au professeur d'avoir répondu présent sur ce plateau. Déjà demain, je l'ai annoncé tantôt, nous allons parler des normes qui devraient régir les gestions des entreprises d'État. Donc, Karamata Boitao, on prend rendez-vous pour demain. Amiat Bello, merci beaucoup. Donc, ça fait à demain dans la même émission, toujours avec le même plaisir, plus qu'un devoir. C'est toujours un plaisir de vous servir. Chers amis téléspectateurs, merci beaucoup au professeur d'avoir honoré donc, de sa présence ce rendez-vous, ce plateau.